Bien, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Bien, Vincent. bien. Okay. Bonsoir. Merci. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est Vincent Kouetté, le rapporteur de la Commission économie et développement de l'entreprise au GICAM qui vous parle. Bien, nous allons donc lancer notre webinaire de cet après-midi. Nous vous souhaitons donc la bienvenue à cette nouvelle session qui s'inscrit dans une série que le GICAM organise depuis pratiquement 2 mois en la faveur ou alors en réponse à la crise sanitaire de la COVID-19. Aujourd'hui, nous aborderons une thématique chère au GICAM dans ses initiatives de plaidoyer, la promotion de l'économie circulaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Quels sont les enjeux liés à cette thématique pour les entreprises et pour l'économie nationale? Comment se déploient les relations d'économie circulaire dans notre pays, le Cameroun? Quels en sont les résultats? Comment aller plus loin? Telles sont quelques-unes des interrogations que nous nous posons au moment d'aborder ce webinaire. Pour y répondre, le groupement interpatronal du Cameroun, à travers sa commission économie et développement de l'entreprise, a mobilisé la personne la plus indiquée. Nous avons la chance de profiter pendant la prochaine heure de l'expérience d'un chantre de la promotion de l'économie circulaire dans notre pays. Il s'agit de M. Emmanuel Détailly, que l'on ne présente plus. Notre conférencier du jour interviendra dans ses multiples casquettes, dont 3 seront mobilisés, 3 au moins seront mobilisés cet après-midi. Il est, je vous le rappelle, directeur général du groupe SABC, Société anonyme des brasseries du Cameroun, le leader de l'agro-industrie dans notre pays, dont chaque produit est un engagement pour le développement du Cameroun. Il est président de la commission économie et développement de l'entreprise du GICAM, commission qui justement cogite sur le sujet de l'économie circulaire au sein du GICAM. Il est également 2e vice-président du GICAM depuis bientôt 3 ans. Monsieur Emmanuel Détailly devait être accompagné d'un responsable de Nestlé Cameroun pour offrir 2 angles de vue et d'expérience en matière de stratégie de promotion de l'économie circulaire. Malheureusement, en raison de contraintes de dernière minute liées notamment à la programmation d'une réunion statutaire dans cette entreprise, cela ne sera plus possible cet après-midi. Nous tenons donc à nous excuser pour ces désagréments et vous promettons, si le besoin se fait ressentir, de revenir partager avec vous cette autre expérience, sans doute également très enrichissante. Mais en tout état de cause, nous estimons que vous ne perdez pas au change. La possibilité vous est donnée cet après-midi d'échanger en long et en large avec le principal dirigeant de l'une des plus grandes, sinon la plus grande entité industrielle du Cameroun. 3 temps meubleront notre webinaire. L'exposé inaugural de notre conférencier, ce sera la première partie. La deuxième partie sera une séance de questions-réponses que nous prendrons idéalement en série de 3 questions. Et plus tard, une session photo durant laquelle nous vous donnerons les consignes. Il s'agit à travers ce webinaire, comme toujours pour le GICAM, de se tenir auprès des entreprises et de les soutenir, particulièrement dans cette période de crise inédite qui frappe de plein fouet notre économie. Je voudrais terminer
laisser la parole à notre conférencier en rappelant simplement les règles de police de notre séance qui sont assez simples. Premièrement, nous vous prions de veiller à garder vos micros et caméras désactivés durant la session pour permettre un confort d'écoute et de session à tous les participants. Également, nous vous demandons en deuxième lieu de poser vos questions uniquement à travers la messagerie de la plateforme. Une équipe d'animateurs est mobilisée pour les relever et nous vous promettons que chaque question sera relayée au conférencier durant la deuxième séquence de notre rencontre. Enfin, et vous vous en doutez, nous vous prions de rester courtois et suffisamment, je dirais, digne à la fois dans vos questions et dans les postures que vous prendrez durant cette session. Sans plus tarder, je voudrais passer la parole à M. Emmanuel Détailly pour son exposé inaugural, premier temps donc de notre session de ce jour. Merci beaucoup. Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, Vincent, pour cette introduction sur l'économie circulaire et le groupe SABC, et puis également une partie des responsabilités qui me sont confiées ici au Cameroun, qui est un pays d'adoption. Alors, moi, je vois sur mon écran Vincent Kouetté, et voilà, maintenant vous me voyez. Je ne suis pas forcément la même personne que vous avez vue sur le flyers de l'économie circulaire. Le Covid transforme les organisations et les hommes, et c'est pour ça que vous me voyez un petit peu barbu ces derniers temps. Et ceci n'enlèvera rien à la qualité de ma présentation, je l'espère. Voilà, je vous salue tous, qui que vous soyez, où que vous soyez, femmes et hommes intéressés à l'économie circulaire, qui est un enjeu assez déterminant. Vous verrez qu'il est lié à la notion de développement durable, mais lié également à cette notion qu'on a vue durant le Covid de patriotisme économique ou de local content, où on s'aperçoit que les chaînes logistiques ont été rompues et qu'on est vers des circuits courts pendant ces périodes de Covid, parce que là où nous étions habitués à sourcer en Chine, en Europe, eh bien, on s'aperçoit à la lumière du Covid qu'il y a des enjeux logistiques, et ces enjeux logistiques eh bien, sont directement liés à l'économie circulaire. Voilà pour cette petite introduction. Je remercie toute l'équipe du GICAM de permettre ce webinaire. C'est le GICAM en action et l'idée est d'apporter de la plus-value, de la valeur ajoutée à toutes vos réflexions. Nous allons commencer la présentation. Je suis aidé en cela de Rebecca qui va démarrer le partage de ma présentation qui devrait bientôt apparaître à l'écran. Voilà, on va le mettre sur un mode diapositive. Ça ne devrait pas tarder. Nous y voilà. Là, vous avez une usine qui est l'usine de Koumassi. Je rappelle que le groupe SABC est un patrimoine camerounais qui a été fondé en 1948, qui est détenu par le groupe Castel pour à peu près 85% et 15% par les Camerounais privés et nationaux au travers de la SNI notamment. C'est un leader agro-industriel dans la production et la commercialisation de boissons au Cameroun et peut-être en Afrique centrale. Et nous avons cette ambition de rayonner le plus loin possible en Afrique centrale. Je vais passer au sommaire de cette présentation. Voilà, nous allons parler de notion d'économie circulaire. On va tenter de donner une définition, les enjeux et les opportunités de cette économie, le cadre structurel et réglementaire, elle commence à être encadrée. Et puis, on va parler du groupe SABC, comment nous mettons en œuvre cette économie circulaire. C'est un long chemin, mais nous l'avons déjà entamé. Et puis, nos partenaires qui nous accompagnent. Vous verrez que c'est un écosystème. Et enfin, quelques distinctions qui nous ont permis d'être récompensés pour, en quelque sorte, cette économie circulaire qui a également un lien avec la responsabilité sociétale. Passons donc au point 1 avec la notion d'économie circulaire. Alors, si j'avais à résumer, l'économie circulaire, c'est par opposition à l'économie linéaire. Nous avions l'habitude d'extraire, de fabriquer, de consommer, puis de jeter. Eh bien, l'économie circulaire, c'est une économie qui est économe de tout ce qui ne serait pas utilisé et qui serait considéré comme des déchets. Et donc, cette économie économe a une vision systémique, c'est-à-dire qu'on rentre dans un système que nous allons décrire,
où nous essayons de gaspiller le moins possible de matières premières, de sources d'énergie, en tout cas de sources d'énergie non renouvelables, pour passer à des énergies renouvelables. Mais vous verrez également qu'il y a des notions de réutilisation, de recyclage qui sont très, très importants et qui génèrent dans cette vision systémique d'autres économies ou un écosystème vertueux de manière à ce qu'il y ait le moins de déchets possible, mais sans forcément affaiblir votre compétitivité, etc. Vous verrez que c'est très intéressant. L'économie circulaire, finalement, permet de réinventer votre société de manière à ce qu'elle soit la plus durable, la plus pérenne et la plus compétitive possible, et en même temps avec des enjeux sociétaux. Nous passons donc au point 2. Vous avez en haut à gauche l'économie linéaire telle qu'elle existait et l'économie de demain telle qu'elle va exister ou qu'elle commence à exister, avec d'autres méthodes de consommation, d'autres méthodes de concevoir vos produits de façon durable, c'est-à-dire à pouvoir peut-être les démonter, les réparer, ce genre de choses. Nous verrons la différence entre des produits techniques et des produits agroalimentaires, mais également de redonner une vie aux produits et puis de redonner de la vie à la matière, ou en tout cas d'avoir des matières premières qui soient avec une notion de recyclage, en tout cas pour la partie consommable, pour les matières premières, en tout cas des notions de matières premières avec une intégration amont-aval sur la base de circuits courts. Nous y viendrons tout à l'heure. Nous passons au slide suivant. Les enjeux, c'est finalement des enjeux de développement durable. C'est aussi simple que ça. On ne peut plus continuer à gaspiller les ressources de la planète. Et donc, chaque acteur de la vie économique a aujourd'hui, normalement, dans sa mission ou dans ses valeurs, cette notion de développement durable, d'enjeux sociétaux, parce que, eh bien, si on ne le fait pas, tous, nous allons vers une économie qui va se trouver face à un mur en matière de problèmes climatiques, en matière de problèmes de pollution, en matière de problèmes de santé, vous le verrez également. Et donc, c'est une obligation. Il n'est pas trop tard pour le faire, mais il faut le faire de façon absolument déterminée et il faut que ce soit inscrit dans l'ADN des entreprises. C'est absolument essentiel. Sinon, nous allons être nous-mêmes les acteurs de notre déclin. Donc, il faut réinventer cette économie et on parle d'économie verte. C'est lié à la transition énergétique, c'est lié à des notions d'environnement, des notions également économiques et sociales. Bref, l'économie circulaire va devenir un des enjeux ou un des éléments de l'enjeu du développement durable de notre planète, de manière à ce que notre économie ne soit plus destructrice de valeur, et je parle de la valeur environnementale, de la valeur sociétale, de la valeur en matière de santé, mais qu'elle soit créatrice de valeur, non pas uniquement de la valeur financière, mais également de ces valeurs en matière d'environnement, en matière de durabilité, de pérennité et en matière sociétale. Il y a 7 piliers vers cette économie circulaire. Nous passons au slide suivant. Alors, la source, c'est l'Agence nationale de l'environnement et de la maîtrise d'énergie. Vous les avez ici, les piliers. Alors, bien sûr, vous retrouvez cette notion d'économie circulaire au sein de 3 grands axes, qui est l'offre des acteurs économiques, la demande et les comportements des consommateurs et la gestion des déchets. Si effectivement vous offrez des produits durables et pour lesquels les consommateurs ne sont pas forcément demandeurs, ça va effectivement poser problème parce qu'il ne faut pas que nous soyons les seuls à considérer que nos produits doivent être durables. Et la gestion des déchets est un élément très important. Mais donc, ça part d'un approvisionnement durable, d'une conception, j'allais dire écologique, une éco-conception de vos produits, d'une écologie industrielle et territoriale. Il s'agit essentiellement de considérer que vous êtes sur un territoire et que vous devez, ce que vous prélevez, vous devez le redonner dans les mêmes conditions. D'économie de la fonctionnalité, il ne faut pas que ce soit des produits compliqués, il faut que ce soit des produits fonctionnels qui répondent à un besoin, on aurait pu le mettre en premier d'ailleurs, et d'une consommation responsable avec la notion de consommation collaborative, d'utilisation et d'achat. Dans cette consommation responsable, c'est tout ce que vous voyez sur des éco-certifications, mais également ce que vous voyez en matière de packaging
où de moins en moins on est avec des emballages plastiques, mais de plus en plus avec des emballages recyclables. L'allongement de la durée d'usage, on ne peut pas continuer à produire en se disant, tiens, il faut absolument que je fasse consommer au maximum, sauf à avoir un produit qui soit totalement recyclable et qui réponde à un vrai besoin. Mais sinon, forcer la consommation alors que ça génère du déchet va là aussi être compliqué. Et donc, de plus en plus, on essaye de revenir à cette durée d'usage pour avoir des produits qui durent. Et puis, cette notion de recyclage. Voilà pour les 7 piliers. Vous avez des couleurs s'agissant des 3 axes qui correspondent à chaque pilier. Chaque pilier à chaque axe. Et donc, il faut avoir cette réflexion de l'intégralité de la circularisation de cette économie liée à votre produit, à vos produits. Je passe au slide suivant. Bon, il faut considérer qu'il y a 2 types de produits dans l'économie circulaire. On ne va pas parler des services, il y a des services liés à l'économie circulaire, mais en matière de production, on va considérer les matériels biologiques ou les matériels techniques. En gros, c'est des produits pour les matériels techniques issus d'une utilisation liée à la vie courante, vos téléphones portables, des produits blancs, des machines à laver, ce genre de choses. Et puis des produits de consommation alimentaire, avec du matériel biologique. Voilà, donc il va falloir distinguer les deux. Ici, bien entendu, dans l'exemple de SABC, vous le savez tous, nous faisons des produits de consommation courante qui sont des produits de biens de consommation, excusez-moi, qui sont des boissons. Et donc, on s'attellera à la partie produits avec des matériels biologiques. Et tout ça sur une notion de cycle fermé ou d'économie circulaire. On passe au slide suivant. Les enjeux et les opportunités de l'économie circulaire. Quand on parle d'économie circulaire, on parle d'enjeux économiques. On crée des chaînes de valeur locales parce qu'on se met à penser avec ces 3 axes que je citais en matière de conception de produits, mais en matière de gestion de déchets, comme en matière également d'utilisation des produits. Il faut que vos produits soient quand même compétitifs. Et donc, il va falloir être innovant. Il va falloir faire preuve d'innovation, mais avec des procédés, que les normes vous soient favorables, parce qu'un produit éco-responsable devrait mieux se vendre demain qu'aujourd'hui, et peut-être même aujourd'hui déjà. Et puis des coûts de matières premières, de matières consommables. Alors, une petite erreur ici, chez nous, on appelle ça les MPP, matières premières principales, et MPC, matières premières consommables. Et dans les enjeux économiques, on est sur des circuits courts. C'est une grande nouveauté dans l'économie circulaire, c'est qu'on essaye d'être sur des circuits courts pour des enjeux là aussi d'empreinte carbone, mais pour des enjeux également d'aller chercher le plus proche, de la façon la plus proche possible, vos matières premières, vos matières consommables, parce que vous formez un écosystème, il faut que vous le maîtrisiez. Il vaut mieux le maîtriser à côté de soi que d'aller le maîtriser beaucoup plus loin. Ce n'est pas valable pour tous les produits, mais je dirais que pour les produits de consommation courante, on peut y arriver. Les enjeux sociaux et de santé, eh bien, il s'agit également de produire sain et de participer au bien-être et à la santé de nos consommateurs, mais également à la santé de la société civile qui nous regarde, des ONG, des associations de consommateurs. Il s'agit de réduire le gaspillage. Nous sommes tous victimes et nous sommes peut-être aussi... Nous avons été acteurs, nous ne sommes plus de cette pollution environnementale que nous pouvons encore constater dans certains endroits. Et là aussi, le comportement du consommateur va être essentiel. Enfin, des enjeux environnementaux et climatiques. On ne pouvons plus continuer à avoir ce réchauffement climatique, cette pollution. Et donc, les énergies renouvelables dans l'économie circulaire sont une notion importante. Les notions de la pollution des produits ou des parties des produits qui sont générés sont à considérer. On a également des notions de préservation de la biodiversité. C'est un peu plus fin comme considération, mais elle existe bien. L'exemple ne me vient pas directement à l'esprit, mais si vous étiez producteur de tomates, ne pas faire que des tomates calibrées. Vous pouvez faire des tomates avec... des tomates qui ont un gène qui soit différent des autres de par la couleur, de par l'ancienneté, etc.
Et si vous faites ces produits agroalimentaires-là, essayons de sauver la biodiversité. On sait que c'est un des grands enjeux de demain, la biodiversité, parce que nous avons un peu comme cette bibliothèque qui brûle, standardiser nos produits et qu'il est temps de revenir à des produits beaucoup plus diversifiés et riches. La richesse est un élément important dans toute économie. Il ne faut pas trop l'harmoniser, la standardiser. Et enfin, la consommation responsable des ressources. Eh bien, en matière d'opportunités de développement possible, eh bien, vous avez des développements de secteurs prioritaires avec des filières amont-aval qui se créent. C'est notre grande ambition ici au Cameroun, c'est de créer un champion agro-industriel qui va depuis la matière première jusqu'au produit fini, mais en y ajoutant également tout l'écosystème dans la production, dans la logistique, dans les services qui tournent autour de cette filière, qui est la filière de l'agro-industrie des boissons. Mais vous pouvez le faire également en matière de la pharmacie, et on le voit aujourd'hui. Si nous produisions de l'hydroxychloroquine, ce serait merveilleux. Et puis, vous pouvez le faire dans le bâtiment et travaux publics avec des matériaux qui soient des matériaux durables et qui ne génèrent pas de déchets. Il faut pour cela créer aussi des champions nationaux parce qu'il est important que vous ayez un moteur qui génère cette économie circulaire. La notion de moteur, la notion de champion est essentielle parce que l'écosystème se met à fonctionner. Et donc, créer ces filières, ces champions nationaux me paraît un enjeu déterminant. Il y a des emplois en matière d'environnement, il y a des développements de filières, on a des notions de préservation de l'environnement et de la biodiversité, où on peut, au travers de tout ce qui est des ingénieurs agricoles, essayer de retravailler cette biodiversité et cet environnement dans lequel on doit évoluer. La notion de patriotisme économique et de souveraineté économique. On s'aperçoit aussi que dans l'économie circulaire, eh bien, on travaille entre nous. Et si on y met les associations de consommateurs, si on y met la société civile, eh bien, on arrive à créer une économie où on a, avec ces champions nationaux, des produits made in Cameroun sur la base de circuits courts, où on travaille les uns avec les autres en ayant ce souci d'avoir le moins d'impact possible sur la santé, l'environnement, mais en ayant également le plus d'impact possible dans nos communautés. La sécurisation de la chaîne des approvisionnements locales, eh bien, on est, avec l'économie circulaire, moins dépendant. Le partage vient de s'arrêter. Chez vous aussi, on est moins dépendant peut-être redémarrer le partage, moins dépendant de l'extérieur, ce qui est un enjeu quand même intéressant en matière de souveraineté nationale. Oui. Alors, on va essayer de repartager l'écran. Je vous demande quelques minutes. C'est les ennuis du direct. Et ça devrait revenir. Voilà. Il faut également considérer que dans les enjeux, eh bien, on puisse, avec cette économie circulaire, en créant ces champions, ces filières prioritaires, cette notion de sécurisation de la chaîne des approvisionnements, avoir, puisque nous disposons d'à peu près tout ici en Afrique centrale, eh bien, nous pouvons devenir des fournisseurs d'une zone plus large. Vous évoquez la CEMAC, mais ça peut être demain la zone de libre-échange continentale en Afrique. Il faut également compétitivité, des problèmes sur les coûts de production encore de matières premières locales par rapport à d'autres économies qui sont bien plus avancées dans la mécanisation, dans la productivité, eh bien, il faut que l'État nous donne des incitations fiscales de manière à promouvoir cette économie circulaire. C'est absolument essentiel. Et les nouvelles filières que j'évoquais, avec notamment la certification, on aurait pu mettre dans les opportunités et développements possibles toute la filière des éco-certifications, mais également des technologies qui vous permettent d'être le plus productif en ayant le moins d'impact possible sur votre environnement, et puis bien entendu des filières de recyclage. On passe au slide suivant. Si bien entendu ça veut bien marcher.
Alors, toujours pas. Ça devrait arriver. Pas encore chez moi. Alors voilà, maintenant le cadre structurel et réglementaire de l'économie circulaire. Je ne vais pas être très long là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que de plus en plus, et il faut que ce soit un lobby, et le JICAM est à la manœuvre là-dessus, au fur et à mesure des lois de finances, s'agissant du Cameroun, mais également l'OMC, bref, un certain nombre d'organismes à la fois mondiaux comme des organismes au niveau du continent africain ou au niveau d'un pays. Il faut que nous mettions en place ce cadre structurel et réglementaire pour forcer en quelque sorte ou accélérer cette économie circulaire. En France, il y a quelques lois qui existent et organismes. Au Cameroun, il y a un cadre structurel avec le ministère de l'Environnement qui a commencé à évoquer cela, avec un cadre juridique, un décret, un arrêté. Les 10 indicateurs qui permettent de suivre la circularité de l'économie, suivant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME en France, c'est la consommation intérieure de matières premières. On essaye de voir si on arrive à freiner cette consommation intérieure, enfin en tout cas si on la freine depuis l'extérieur, mais la promouvoir depuis l'intérieur, des matières premières qui viennent du sol du pays en question. La productivité de cette matière, c'est-à-dire la capacité qu'on a à l'utiliser en totalité, y compris avec les sous-produits, les titulaires d'écolabels, le nombre de projets d'écologie industrielle et territoriale, la fréquence de covoiturage, le gaspillage et les pertes alimentaires, les dépenses des ménages consacrées à l'entretien et à la réparation des produits, l'évolution des tonnages et déchets mis en décharge, l'incorporation des matières premières et les emplois de l'économie circulaire. Voilà 10 exemples d'indicateurs qui nous permettraient de voir si on fait la promotion de cette économie circulaire. Mais on pourrait y rajouter l'intégration des filières et de ces fameux champions nationaux, les éco-certifications, c'est-à-dire le nombre d'éco-certifications qu'on pourrait mettre en place, également le nombre d'ONG qui puissent s'intéresser à cela et forcer, et nous permettre, ou en tout cas nous aider à faire ce lobby. On peut rajouter plein d'indicateurs. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés par l'économie circulaire à être actifs sur ces indicateurs-là, et parce qu'ils vous permettent par la suite de voir si un pays comme le Cameroun commence à s'engager dans l'économie circulaire, mais également de voir si on peut mesurer cela au sein de certaines filières et au travers des lobbies que l'on peut faire pour les lois de finances, les lois sociales, etc., parce que plusieurs lois peuvent inciter à l'économie circulaire. On passe au slide suivant. Alors, on va commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet. Pour le groupe SABC, alors on a une vision. Chaque entreprise doit avoir une vision. C'est absolument essentiel. On n'est pas là par hasard. Notre vision, en ce qui nous concerne, c'est d'être un leader agro-industriel de référence dans la production et la commercialisation de boissons, au sein d'une organisation performante, moderne, rentable et citoyenne, où chacun de nos produits est un engagement au développement du Cameroun. Et on devrait peut-être ajouter demain un développement durable et pérenne du Cameroun, avec une notion de développement inclusif, c'est-à-dire de partage de la valeur. C'est absolument essentiel. Si j'avais à résumer, on va être vu de moins en moins sous l'angle d'une brasserie et de plus en plus sous l'angle d'une agro-industrie citoyenne qui crée de la valeur pérenne et inclusive. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, vous allez avoir un certain nombre d'activités qui vont défiler de cette activité, enfin des sous-activités que nous avons au sein du groupe SABC. Allez, on va tout mettre. Voilà, je pense qu'on y est presque. Bon. Ça doit être bon, stop. Voilà. Ça commence, vous savez que les produits de boisson, il y a de l'eau. Alors l'eau, c'est essentiel pour nous et nous veillons à ce que nous ayons le moins de consommation d'eau possible. Je vous donne des chiffres. Il y a 10 ans, pour faire 1 litre de bière, on consommait à peu près 10 litres d'eau. Aujourd'hui, pour faire 1 litre de bière, on va consommer 2 litres et demi d'eau. Et le litre et demi qu'on ne va pas consommer et qu'on va rejeter, il faut qu'il soit rejeté dans les mêmes conditions que celles où il a été prélevé. C'est-à-dire que la qualité de l'eau, soit les qualités ce qu'on appelle physico-chimiques et les qualités microbiologiques,
cette qualité doit être absolument la même si nous venions à rejeter, c'est encore le cas pour 1,5 litre d'eau, celle qui a été prélevée et qui n'a pas été utilisée, ou s'il a été utilisée, en tout cas, il faut qu'elle soit à nouveau traitée de manière à pouvoir la redonner dans les nappes dans les mêmes conditions qu'elle a été prélevée. Après, on a un certain nombre de matières premières, le grist de maïs, l'eau, le sucre, le houblon. Vous verrez, et d'ailleurs, vous pouvez vérifier, mais l'industrie brassicole ou l'agro-industrie des bières, plus particulièrement, c'est une des agro-industries les plus écologiques. Vous n'avez aucun produit chimique, zéro. Ce que vous buvez est absolument, en matière de produits, fait uniquement avec des produits nobles issus de la nature. Et c'est tant mieux. Je parle des bières. Ça n'a pas été le cas pour d'autres boissons, avec les boissons gazeuses, où il y a eu des conservateurs, des colorants, ce genre de choses, mais dont nous nous débarrassons de plus en plus. Pour les conservateurs, dans la mesure où il y a encore des sucres, c'est encore un enjeu, mais on travaille dessus. Mais voilà, donc vous avez des matières premières. On essaye que ces matières premières, ce ne soit pas avec des OGM, on essaye que ces matières premières n'aient pas eu d'intrants ou de fertilisants chimiques, et vous avez un cahier des charges de plus en plus strict en la matière. Il est issu, bien sûr, de nos partenaires, qu'il s'agisse du groupe Castel, mais Heineken, mais également Coca-Cola, etc. Et donc, de plus en plus, nous nous assurons que nos matières premières soient avec des enjeux de développement durable également, quitte à les payer même plus cher. La même chose pour les levures. Alors, il y a quelques additifs pour la filtration, mais c'est du kieselguhr. Le kieselguhr, bon, c'est des choses qui permettent la filtration, mais c'est de la terre, ce qu'on appelle de la terre rouge. Ce sont absolument des méthodes de filtration naturelles. Et dans les emballages, où là, bien, les enjeux sont plus importants, au niveau du conditionnement, on était dans la fabrication du produit du liquide. Là, on est dans la mise du liquide dans nos bouteilles. Eh bien, on a remplacé nos palettes de bois par des palettes plastiques. Et vous allez me dire, oui, le plastique, ça pollue. Non, parce qu'on réutilise, lorsque la palette plastique est cassée, on la réutilise à 100%. La même chose avec nos casiers et la même chose avec les bouteilles vertes. Ce rôle-là est dévolu à Socaver, qui est devenu l'expert en emballage, qui va également s'intéresser dans un futur proche au carton, de manière à pouvoir être un expert en emballage, mais en emballage durable et recyclable. Alors, après, vous avez donc ces emballages consignés, mais vous avez des emballages que l'on consomme, c'est-à-dire qui ne sont pas consignés, ce qu'on appelle des one-way, des emballages perdus, mais néanmoins recyclables. C'est pour ça que vous avez des canettes en aluminium et pas en fer. L'aluminium est réutilisé pour faire notamment des casseroles, ce genre de choses. Et après, vous avez des cartons, des intercalaires qui sont en papier ou en carton, qui sont totalement recyclables. Les étiquettes, on se débarrasse de plus en plus des étiquettes aluminisées pour des étiquettes papier. De la colle qui devient une colle de plus en plus naturelle, ce qu'on appelle de la caséine, et non plus une colle artificielle. Puis des capsules. Alors les capsules, c'est encore des capsules en fer pour la partie bière, des capsules en plastique pour la partie des boissons gazeuses. On est en train de travailler, ça fait partie des 17% de déchets que nous recyclons, mais qu'on n'est pas en totalité sûr qu'ils sont à 100% recyclés, et on travaille dessus. Et enfin, les films plastiques, les films étirables que vous avez pour entourer la farde de boissons gazeuses. Et là aussi, on travaille au recyclage de cela. Donc tout ça a généré, pour ce qui est recyclé, des créations de sociétés. Il s'agit de Socaver pour tout ce qui est consigné et recyclable. Et pour d'autres qui sont recyclables, mais on n'a pas été en mesure de le faire nous-mêmes, eh bien, nous avons suscité des vocations, nous le verrons, dans la filière recyclage. Globalement, on le verra dans d'autres slides, c'est 83% des déchets solides de SABC qui sont recyclés. Un également des sous-produits, et vous verrez que c'est intéressant dans l'économie circulaire, parce que comme vous cherchez absolument à utiliser votre produit à 100%, eh bien, vous générez des sous-produits, et ça vous génère donc des revenus supplémentaires. Un des sous-produits importants, c'est la drèche, qui sert à l'élevage ou qui sert également à faire de l'engrais naturel. La levure morte, qui est un aliment complémentaire également pour le bétail, si cette levure est thermolysée, sinon le bétail se met à enfler.
Et puis, nous avons également le groisil et le broyat. Le groisil, c'est la bouteille de verre qui a été cassée, qui est réutilisée à 100% pour refaire une bouteille de verre. Et le broyat, c'est ce qui est issu des casiers et des paillettes plastiques, qui est réutilisé à 100% pour faire la matière première pour les paillettes plastiques et les casiers. Ensuite, vous avez des rebuts de carton de bidons qui sont là réutilisés, pour les cartons dans l'industrie du carton, et pour les bidons dans l'industrie, nous le verrons avec Nami Recycling, pour faire du strapping, c'est-à-dire du cerclage en plastique dans notre activité. Voilà, les eaux usées sont bien entendu traitées. Je le disais, on essaye et on le fait de redonner dans le même état ce que nous avons prélevé. Et nous avons de la boue qui est issue du traitement de ces eaux usées. Et cette boue sert à faire du fertilisant. C'est une boue naturelle issue de nos steppes. Donc voilà, globalement, 83% de nos déchets sont recyclés, réutilisés. Il en reste encore 17%. C'est ce que vous voyez parfois, et à notre grand, et nous le déplorons, toutes ces bouteilles plastiques, mais nous sommes engagés avec un partenaire à augmenter la récupération de ces bouteilles plastiques, comme on travaille en matière d'innovation sur un plastique biodégradable, mais ça prendra là encore un peu de temps. Bref, pour essayer d'essayer d'illustrer un peu tout ce que je viens de dire, notre souhait d'être une agro-industrie. Ça démarre par la production de maïs et du sucre. Il faut savoir que le groupe Sosucam appartient également au groupe Castel. Ça démarre avec le maïs. Nous sommes le premier client et l'unique client de Maïscam. Et demain, nous allons construire une usine de maïserie, la CFC, pour compléter le dispositif de Maïscam, parce que nous continuons encore à importer du riz de maïs et nous souhaitons porter la notion de valeur ajoutée locale. Lorsque je suis arrivé, elle était à 30%, aujourd'hui à un peu plus de 50%, et demain, on veut qu'elle soit à 65%, avec, nous l'espérons, l'accompagnement de l'État. Mais voilà donc les matières premières, nos fournisseurs que nous sélectionnons sur des enjeux de développement durable également, avec un cahier des charges précis, notre processus de transformation des produits, notre processus logistique, nos consommateurs, où nous essayons de les éduquer, où nous souhaiterions mais vous en faites sûrement partie, que vous alliez plus vers la consommation de produits avec des emballages recyclables, des produits donc en verre plutôt que des produits en PET. Mais il faut également ne pas perdre trop de parts de marché, mais cette éducation, nous tâchons d'agir dessus de manière à ce que nous réinversions la tendance au fur et à mesure qu'on éduquera grâce aux associations de consommateurs, à la société civile, les consommateurs à consommer durable. La partie des magasins de stockage, tous les emplois directs et indirects, des sous-traitants, les technologies de l'information qui permettent d'avoir en temps réel un certain nombre d'informations, la logistique en amont et en aval, les stations de traitement d'eau, le tri sélectif, et tout ce qui nous amène à vérifier tout ce qui est, comme je le disais, physico-chimique et microbiologie au travers de la chimie de laboratoire. L'énergie, où de plus en plus on va vers une énergie avec de la production d'énergie renouvelable, essentiellement en ce qui concerne le Cameroun, de l'énergie hydroélectrique. Et puis des concessionnaires qu'on va appeler des distributeurs. Nous ne faisons pas de voitures. Nous avons des distributeurs qui vendent aux points de vente et les points de vente vendent aux consommateurs. Je ne sais pas pourquoi on a mis des voitures, mais c'est justement, ça va être pour vérifier ma capacité à être éveillé, et vous aussi. Voilà, on passe au slide suivant. Voilà, alors quelques chiffres. 10 000 tonnes de maïs camerounais, 30 000 tonnes de sucre camerounais, 6 000 exploitants agricoles, 9 usines, 23 chaînes de production, 40 centres de distribution, à peu près 1 milliard de litres, 900 millions de litres de production de boissons, des stations d'épuration, au nombre maintenant de 7, 87% des déchets recyclés, c'est ce que j'évoquais, des métiers, des emplois directs et des emplois indirects et des sous-traitants. Tout cela forme un écosystème dans cette économie circulaire
de manière à ce que chacun soit acteur de ces enjeux de développement durable. Et nous définissons comme étant le moteur de cela au travers de nos contrats de sous-traitants, au travers de nos cahiers des charges, de manière à ce que ce soit une vraie réalité. Nous passons au slide suivant. Bon, alors, les achats responsables, il y a des enjeux environnementaux. On essaye d'être sur les circuits courts, comme je le disais. On essaye également de ne pas provoquer, par exemple, une augmentation du cours du maïs. Mais ça, c'est dans l'enjeu social. Mais on ne va pas essayer de peser dans les achats de maïs brut et tout d'un coup, vous allez avoir une augmentation du cours du maïs qui va se faire au détriment de l'autosuffisance alimentaire, ce qui serait terrible. Donc, on va essayer, en même temps qu'on va avoir des circuits courts, c'est-à-dire avec des empreintes carbone les plus basses possibles, d'avoir également des enjeux sociaux avec ces circuits courts, mais également en s'assurant que nous achetons au bon prix. C'est absolument essentiel, parce que lorsque vous dites, vous n'avez pas le droit à des engrais chimiques, vous n'avez pas le droit à des OGM, etc., il faut quand même acheter la matière première vous n'avez pas le droit d'embaucher des enfants, vous devez déclarer vos employeurs, vos collaborateurs, vos employés, vos collaborateurs à la CNPS. Vous achetez un peu plus cher, c'est clair, mais c'est comme ça. Et quand on est leader, il faut montrer le chemin de cela, parce que c'est, comme je le disais, une obligation. Et si nous ne le faisons pas, toute cette économie que nous avons bâtie, cette économie linéaire que nous avons bâtie et que nous n'arriverons pas à recirculariser, à la rendre circulaire, tout cela va se retourner contre nous et le système va s'effondrer. Donc, je vous invite vraiment à avoir cette réflexion pour chacun d'entre vous. Et les enjeux économiques, il faut bien entendu essayer d'avoir l'État dans cette économie circulaire, parce que lorsque vous avez tous ces coûts que j'évoquais, même si avec les sous-produits, même si avec le recyclage, vous arrivez finalement à avoir parfois des gains. Je prends un exemple, le fait que je puisse utiliser une bouteille verre 10 fois dans son cycle de vie, plutôt qu'une bouteille PET que je vais amortir sur une seule consommation, plus l'obligation de la recycler, la bouteille verre devient moins chère. Bon, il faut avoir créé Soca Vert, bien entendu, mais elle devient moins chère. Le fait également que vous ayez des palettes plastiques par rapport à des palettes bois, votre palette plastique coûte plus cher, vous pouvez la recycler, mais d'abord, vous veillez à ne pas avoir du bois et donc vous sauvez une partie de la forêt, et puis vous n'avez pas de la réparation derrière, et vous n'avez pas également parfois aussi des enjeux sur la palette bois, des enjeux de certification alimentaire, parce que ça reste quand même un emballage vivant. Le fait d'avoir fait la palette plastique, ça vous coûte moins cher. Le fait de générer de la drèche et de le vendre au bétail, ça vous génère un revenu secondaire. Donc, mais ça ne suffit pas. Il faut également que la fiscalité aide à cette économie circulaire, et c'est tout l'enjeu que nous avons en ce moment dans le dialogue que nous avons avec l'État. Et je vous invite à mobiliser le GICAM dans ce sens si vous-même êtes confronté à cela. C'est d'inciter l'État à bien comprendre les enjeux d'économie circulaire, parce que l'État y est gagnant. C'est plus d'emplois derrière, c'est plus d'environnement durable, c'est plus d'économie pérenne et inclusive, avec un grand partage de la valeur. Et c'est essentiel de le comprendre. Mais il faut qu'on soit plusieurs, il faut qu'on soit une masse critique de sociétés, de champions à mettre cela en place. Quand on sera cette masse critique, c'est valable pour tous les pays de cette planète et de tous les acteurs économiques d'un pays, quand on devient une masse critique, à ce moment-là, il y a un effet d'entraînement. Il faut donc qu'on crée cette masse critique. On passe au slide suivant. S'il veut bien arriver, c'est la 4G. Voilà. Alors là, on a fait tout un exemple des déchets que nous générons et de la façon dont nous les traitons. Donc, on est dans le tri sélectif, on a des déchets assimilables aux ordures, on pourrait faire du compost, des résidus alimentaires de la cantine, etc. Aujourd'hui, ce sont des déchets qui sont traités dans le cadre du tri sélectif, c'est-à-dire que ce sont des déchets qui sont neutralisés pour les déchets alimentaires.
Les déchets industriels, j'allais dire, qui vont être totalement recyclés, papier, carton, textile, bois, mais j'ai expliqué que le bois, on aura de moins en moins. On va terminer les palettes de bois, mais ça va être des impacts assez majeurs, à mon avis, en matière de préservation de la forêt. Il y a les ferrailles et les plastiques. Tout cela est recyclable. Les déchets industriels spéciaux ou dangereux. Il y a des cartouches d'encre, mais de plus en plus, avec la digitalisation, on va essayer de faire le zéro papier, des réactifs de laboratoire. Et là, ces déchets dangereux, on les confie à une société qui s'appelle Bocom, qui est spécialisée dans la neutralisation de ces déchets dangereux. Ensuite, vous avez les déchets d'équipements électroniques. Et là, vous le verrez si vous allez un peu sur les sites web, les sites spécialisés, on pense que du cuivre, on n'en aura plus à partir de 2050. La même chose avec le lithium, la même chose avec le coltan, avec le cobalt. Et donc, il y a toute cette notion, puisqu'on est avec des ressources de matières premières limitées, c'est-à-dire des ressources qui un jour vont s'appauvrir et ne plus exister, vous verrez que cela va devenir un enjeu majeur. Votre vieux téléphone va avoir de la valeur demain. Un certain nombre de produits blancs, de produits hi-fi, électroménagers vont avoir de la valeur. Et donc, cela est en train d'exploser, notamment en Chine, puisque vous avez toute une économie du recyclage des produits technologiques pour récupérer le lithium, pour récupérer le cuivre, pour récupérer du cobalt, du coltan, etc. Ensuite, vous avez les déchets médicaux et pharmaceutiques. Là, on utilise Bocom également parce que nous avons 6000 collaborateurs et que nous avons des infirmeries. Mais on veille à cela. Et puis, vous avez des déchets inertes qui servent généralement à faire en sorte que nous puissions refaire des sols, etc. Il s'agit du parpaing, de la terre. Alors, en ce qui concerne le Brésil, lui, il est réutilisé pour faire des bouteilles vertes. Bref, il y a tout un détail qui est donné de notre capacité à recycler ou à neutraliser. Et je rappelle que 17% de ce que nous utilisons encore n'est pas totalement recyclé, et nous y travaillons. Il y a 10 ans, nous étions à 50%. Aujourd'hui, on est à 83%. Et notre ambition est d'être à 100%. On passe au slide suivant. Donc voilà les types de déchets qu'on a et voilà les filières de traitement au Cameroun. Parce que je vais être très précis avec vous, je vais vous donner des noms de filières. Voilà. Ça a un coût pour nous. Lorsque Bocom neutralise des déchets industriels, eh bien, ça coûte cher. Mais on assume ce coût. En moyenne, pour ce qui n'est pas recyclable, ce qui doit être neutralisé, et encore une fois, on travaille à une neutralisation intelligente, mais aujourd'hui, Bocom le fait essentiellement avec des fours à très très haute température. C'est à peu près 350 millions de francs CFA en ce qui concerne les SABC. Mais on veille à ce que rien ne soit pas traité, soit sous la forme d'un recyclage, soit sous la forme d'une neutralisation, et c'est à peu près pour 17% de nos déchets. Il y a également d'autres, je crois, acteurs. Ça devrait arriver, toujours la 4G. Alors, on voulait prendre un cas du plastique parce qu'on est très fiers d'un futur champion national en matière de recyclage. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait eu un reportage sur eux avec Namé Recycling. Et voilà, Namé Recycling est un acteur que nous avons promu avec un directeur, Robelin Namegli, absolument incroyable, et qui a eu l'apport d'un fonds d'investissement européen et qui aujourd'hui s'est investi dans la collecte post-consommation. C'est tout ce que nous ne sommes pas arrivés à recycler, nous, SABC. Eh bien, on s'est dit, on va prendre un acteur et on va faire en sorte de recycler. Et c'est toutes ces comment on appelle ça, ces cages de recyclage qui sont normalement maintenant distribuées dans vos quartiers, où on invite tout le monde à ne pas jeter dans les rivières, mais à jeter dans ces cages de recyclage, de manière, au travers d'un processus de recyclage, à obtenir ces granulés et obtenir ces fameux straps en anglais, qui sont des
des bandes en plastique qui permettent, nous, d'aller consolider des casiers sur une palette ou qui permettent d'aller consolider des matières consommables dans leur conditionnement. Voilà. Donc, Namé Recycling. Et Namé Recycling, c'est une success story d'à peu près 5 ans, je crois, 4 ans, 5 ans. Donc, voilà à peu près ce que fait Namé Recycling avec son fameux produit fini. Et je salue, s'il m'écoute, Robin Namegli pour le travail formidable qu'il fait et nous continuerons ensemble à nous développer, ensemble, en économie circulaire. Mais nous le faisons également pour l'élevage avicole, enfin l'aviculture, où notre drèche, notre fameuse drèche, est utilisée pour l'élevage porcin, ovin et porcin. Et nous allons démultiplier ça avec la création de la CFC, la Compagnie fermière du Cameroun. Nous aurons la drèche où nous remettrons du tourteau de maïs et du tourteau de sucre de manière à faire un aliment pour complet 100% camerounais. Et notre ambition est de produire à peu près 200 000 tonnes de produits d'alimentation pour bétail, ce qui permet de générer une autre filière et un sous-produit et un revenu complémentaire. Voilà un des avantages de l'économie circulaire. Et vous pouvez tous envisager cela pour vos produits. Nos emballages en verre, j'évoquais cela, j'ai besoin de votre soutien. On est allé beaucoup trop vers les emballages plastiques et aujourd'hui, vous avez l'emballage verre. Certes, il est difficile de prendre son casier et d'aller dans sa maison, mais c'est un effort à faire. Nous allons faire en sorte d'avoir des bouteilles qui pèsent un peu moins, des casiers qui sont un peu plus fonctionnels, mais l'emballage verre est 100% recyclable. Et c'est quand même quelque chose de très important, y compris le casier qui supporte donc l'emballage verre, qui est lui aussi 100% recyclable, puisque Socavert est producteur de casier. Là, vous allez me dire qu'il y a peut-être une empreinte carbone plus importante, parce que là où je fais une vente en one-way, en une seule fois, avec l'emballage recyclable, je suis obligé de faire le retour des vides. Et c'est là où on se dit qu'il faudrait qu'on passe à des transports électriques, c'est-à-dire qu'on ait des transporteurs qui commencent à avoir déjà des véhicules hybrides et demain des véhicules électriques au fur et à mesure que la technologie avancera. Et ce serait bien que le Cameroun soit le premier pays d'Afrique centrale à commencer à mettre en place une filière de transport par véhicule hybride ou électrique. Voilà. Et enfin, qu'est-ce que nous avons d'autre? La voiture. Alors, attendez, voilà. Tout ce qui fonctionne encore, au lieu de le foutre à la casse, eh bien, nous le donnons. Il s'agit de nos ordinateurs, de nos photocopieurs. Alors, on ne se débarrasse pas de ça. C'est-à-dire que lorsqu'on donne, on donne également les informations lorsqu'ils seront obligés, lorsque ça ne marchera plus, soit de réparer, et on donne des noms de réparateurs, soit de recycler, et on donne des noms de recycleurs. Voilà. Il y a encore combien de slides? On arrive à la fin, soyez rassurés. Et voilà nos partenaires en aval, cette fameuse famille de l'économie circulaire, avec Namé, Isacam, Bocom, Seka, Matplace, Job, c'est bien ça, et les distinctions qui nous ont permis de nous encourager à aller dans cette voie. Ce sont des distinctions à la fois d'associations de consommateurs, avec la SCOMT, et puis également de la part de notre association de consommateurs, dont je n'arrive pas à lire le nom, mais c'est important pour nous parce que c'est une forme de reconnaissance. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Je remercie mon assistante Rebecca. Je vous remercie tous pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions, sachant que j'ai à peu près 15 minutes devant moi, puisque j'ai un autre engagement. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Bien, merci beaucoup, Président. Merci pour cet exposé très riche. Étant donné les contraintes de temps, nous n'allons pas revenir sur la synthèse, mais nous retiendrons grosso modo la définition que vous avez donnée de l'économie circulaire, à savoir qu'il s'agit d'un nouveau modèle économique à vision systémique et également la riche expérience de SRBC en la matière nous a grandement édifié. Nous avons des questions.
je vais rapidement les lire pour que vous puissiez réagir. La première question nous a été transmise par M. Ngomna. Je voudrais en passant préciser pour les participants que les questions se posent uniquement à travers la messagerie intégrée de la plateforme Zoom. Donc, M. Ngomna demande, Président, toute transformation de paradigme comme celui de l'introduction de l'économie circulaire est à la base économique ou financière. Ne pensez-vous pas que cela devrait passer par une loi qui fixerait le quota des intrants locaux dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises? Et il propose, le GICAM pourrait-il anticiper cela en draftant une loi dans ce sens et en demandant bien sûr des incitations, mais aussi des pénalités pour ceux qui ne tiendraient pas? C'est la première question de M. Ngomna. M. Chassem demande, le protectionnisme peut-il booster l'économie circulaire? Si oui, pourquoi observe-t-on une baisse des approvisionnements des produits locaux dans le contexte de la crise COVID-19? Monsieur Kouam, et ça sera la troisième question de cette série, qui a posé deux questions. Il demande, que fait SABC pour réduire son volume de CO2 venant des véhicules, de ces véhicules? Est-ce que lors des achats, vous en teniez compte? Deuxième question de M. Kouam. Pour l'allongement de la durée de l'usage de vos véhicules, nous proposons des actions préventives et un entretien particulier pour votre parc auto. Comment faire pour présenter ces concepts à SABC? Président, si vous pouviez réagir à ces trois premiers participants. Très bien. Alors, dans ce changement de paradigme, est-ce que l'État ne devrait pas jouer son rôle? Et c'est toujours l'enjeu de voir comment on fait un changement de paradigme. Est-ce qu'on introduit des pénalités ou est-ce qu'on met en œuvre des incitations? Moi, je suis pour l'incitation. Les pénalités, vous allez toujours avoir des gens qui détournent et vont être pénalisés ceux qui auront peut-être joué le jeu et pas ceux qui n'auront pas joué le jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que je préfère favoriser des gens qui vont jouer le jeu par des incitations que de pénaliser parce que c'est quand même quelque chose qui prend du temps et qui coûte de l'argent. Et je pense que l'État, au lieu d'avoir le bâton, devrait avoir la carotte avec des incitations fiscales. Pour être très concret, il faudrait que la loi de finances puisse introduire une notion de local content. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, 60% de votre valeur ajoutée qui provient d'une valeur ajoutée locale, eh bien, vous avez une incitation fiscale. Ça peut être une diminution en ce qui nous concerne des accises, ça peut être pour d'autres produits une incitation fiscale avec une aide, ou bien une diminution d'une taxe sur le produit en question, ou bien une norme qui puisse être incitative. C'est-à-dire que, eh bien, vous savez que le Cameroun étant signataire de plusieurs traités, APE, l'OMC, etc., nous avons des difficultés à introduire des barrières tarifaires. Mais pourquoi ne pas introduire des barrières non tarifaires et faire en sorte que ne soient certifiés avec un Made in Cameroun, avec peut-être une éco-certification d'enjeux de développement durable, que les produits qui répondent à un certain nombre de normes. Et bien entendu, il faudra que les consommateurs puissent également s'engager dans cette voie-là. Au fur et à mesure que je parle, je pensais donc pour les incitations fiscales avoir une TVA qui soit une TVA incitative. C'est-à-dire qu'un produit qui réponde à un enjeu de développement durable aurait une TVA minorée. Ça me semble très important. Donc, je suis plus sur les incitations que sur les pénalités. Néanmoins, il faut des pénalités. Les pénalités, c'est surtout les lois sur l'environnement. Je pense que les lois sur l'environnement qui existent, et nous sommes à 100% compliant en matière d'environnement, ne sont pas appliquées. Donc, commençons déjà par appliquer ce qui existe, ce serait déjà énorme. Et ce n'est pas uniquement valable pour l'Afrique ou le Cameroun, c'est valable pour l'ensemble des pays, parce que je peux vous dire que les lobbies sont à l'œuvre. Mais il faut à un moment ces incitations en même temps qu'il puisse y avoir des pénalités. S'il n'y a pas l'un et l'autre, ou en tout cas les incitations d'une certaine manière, parce que généralement on est attaché à son porte-monnaie, eh bien nous n'irons pas vers cette économie circulaire. Donc oui, l'État doit jouer son rôle, oui, il faut des incitations, et oui, il faut des lois contraignantes en matière d'environnement notamment pour forcer cela, accélérer cela.
En matière de protectionnisme et de matières premières locales, donc la deuxième réflexion, c'était de dire est-ce qu'il ne faut pas intensifier le protectionnisme? J'ai en partie répondu à cette question avec ma réponse à la première. Je pense qu'il ne faut pas introduire de protectionnisme. Il faut introduire des notions de consommation responsable, des notions de valeur ajoutée locale, de champions nationaux, de filières intégrées, et puis également mettre en place ces normes qualitatives. Voilà, le protectionnisme, oui, mais sous la notion de normes qualitatives. Le Cameroun ne produit pas tout, donc il faut en être conscient. De plus en plus, il faut que le Cameroun produise ce qu'il consomme et qu'il consomme ce qu'il produit, mais nous ne produisons pas encore tout. Je pense que plus on sera cette masse critique de société à le faire, et plus nous allons créer cette valeur ajoutée qui est absolument essentielle. Dans des filières comme le bois, ça me paraît, mais la pêche, on peut prendre la liste de ce que nous importons et qui existe au Cameroun. En ce qui concerne la bière, nous n'arrivons pas encore à produire d'orge, mais nous nous penchons sur une bière qui soit une bière au sorgho, et avec bien sûr le maïs. Mais vous savez, lorsque des consommateurs sont habitués à un certain goût de la bière, surtout depuis 1948, ce n'est pas facile. Mais nous travaillons dessus, je peux vous le garantir, et l'axe innovation est à l'œuvre dans ce domaine. Donc le protectionnisme est sous la forme de barrières qualitatives, de barrières non tarifaires. Enfin, le CO2, oui, mea culpa. Nous avons un bilan CO2, un bilan carbone qui n'est pas bon, enfin un bilan CO2 qui n'est pas bon en matière de véhicules. Donc, j'évoquais les véhicules électriques, mais on a une politique qui s'est grandement améliorée récemment dans le renouvellement de nos véhicules. Nos véhicules sont renouvelés tous les 5 ans. Et nous prenons de plus en plus des véhicules avec des normes anti-pollution. Voilà. Et nous réduisons le nombre de véhicules. C'est-à-dire qu'on augmente la fréquence, la productivité en matière de logistique, et on essaye de diminuer le parc de véhicules. Donc, je serais tout à fait intéressé sur une maintenance qui prenne en compte une consommation plus raisonnable de carburant. Je crois beaucoup, moi, personnellement, mais ça prendra peut-être un peu de temps, mais néanmoins, l'Allemagne vient de déclarer ça comme une grande cause nationale, je crois beaucoup à l'hydrogène. Donc, j'espère qu'avec l'électrique, qui génère quand même un certain nombre de déchets, et pas des moindres, nous aurons des véhicules propres à l'hydrogène. Voilà, et j'espère que des chercheurs africains pourront eux aussi concevoir des véhicules hydrogène. Dans l'hydrogène, le problème, c'est le stockage. C'est des volumes de stockage qui sont importants. C'est également la sécurisation de ce stockage. Mais je crois que c'est à la portée de l'intelligence que nous développons de plus en plus dans des pays où il y a des jeunes à foison. Et je crois que ce serait pas mal qu'un institut de technologie africain se penche sur le premier véhicule hydrogène parce qu'il y a de l'avenir. Voilà. Mais je serais intéressé à avoir une politique achat responsable, en tout cas à l'améliorer. Ça se fait avec des appels d'offres et des cahiers des charges. Et également une politique de maintenance de nos véhicules qui puisse prendre en compte ce bilan CO2. La limitation de vitesse fait partie également de nos obligations. Tous nos véhicules sont équipés de GPS et de caméras, de manière à ce que, et vous le savez, nous respections les limites de vitesse de manière à avoir un rejet responsable, mais également des problèmes de sécurité routière. Merci, Président, pour ces précisions aux questions qui ont été formulées. Monsieur Wafo vous envoie ses félicitations pour cette belle présentation. Monsieur Abé Sama, du groupe Nestlé, demande que fait la SABC pour réduire l'emballage, pour réduire l'utilisation des emballages à usage unique. Je pense que vous avez abordé la question dans la présentation. Monsieur Fosso demande que fait ou qu'envisage faire la SABC pour s'assurer que le maïs acheté localement n'est pas traité aux pesticides chimiques et pas contaminé à la flactocine qui reste actif même après le brassage. Monsieur Zephirenso demande des opportunités locales sont nombreuses pour les intrants à la SABC. Le contexte local favorise-t-il l'économie circulaire? À quel point la SABC peut-elle promouvoir l'économie circulaire? À qualité égale pour un entrant avec un fournisseur local plus cher?
La SABC peut-elle favoriser l'économie circulaire au détriment d'une éventuelle économie pour l'achat d'un intrant? Peut-elle investir? Est-ce que la SABC peut investir dans la production de certains intrants qui n'offrent pas d'opportunités locales, afin que ces intrants se transforment en opportunités? D'accord. Très bien. Donc, un autre jeu de 3 questions. Pour les emballages perdus, question de Nestlé, eh bien, j'évoquais les emballages consignés. Notre combat, et vous l'avez vu dans certaines publicités que nous faisons sur les réseaux sociaux, notre combat désormais, c'est de revenir aux emballages consignés. Ce n'est pas valable pour tous les produits agroalimentaires. Et je pense que Nestlé doit être un peu confronté à cela. Mais en ce qui nous concerne, nous allons résolument, nous faisons machine arrière et nous voulons revenir à de l'emballage vert. En tout cas, si nous devions maintenir, pour des questions de commodité et de fonctionnalité, les emballages PET, eh bien, ce sera avec un PET recyclable, ça c'est déjà le cas, mais également biodégradable pour la partie qui ne serait pas recyclable parce qu'il y a toujours une partie qui vous échappe. Et donc, nous étions, je vais vous donner un chiffre, il y a 30 ans, on était à 78% d'emballage consigné et aujourd'hui, on est tombé à 21%. Donc, on veut revenir graduellement à 50-60%. Pour ça, il va falloir qu'on baisse nos prix. Et nous sommes en train de concevoir des produits low cost, mais de qualité, de très bonne qualité, qui vont répondre à des problèmes de pouvoir d'achat avec des emballages recyclables. Et également, ce qui nous permet de le faire, et ça va répondre à la troisième question, mais je vais aborder la deuxième. J'ai laissé la troisième tout à l'heure. Donc, la deuxième, c'était le maïs. Alors, les aflatoxines, ce genre de choses, eh bien, on a un cas des charges extrêmement clair avec les producteurs, avec non-OGM, non-utilisation de pesticides et d'engrais chimiques, et nous avons une traçabilité. En gros, on a des ingénieurs agronomes, nous allons avoir, mais nous avons déjà un ingénieur agronome qui est présent chez MaïsCam en permanence. Nous avons des ingénieurs, et c'est le seul moyen de s'en assurer, des ingénieurs agronomes qui seront positionnés de manière à vérifier la qualité de nos matières premières. C'est absolument essentiel. C'est tellement essentiel que nos licences en dépendent. Heineken, Warsteiner, Coca-Cola, lorsqu'on prend du sucre, si un jour ils avaient le moindre doute que ce n'était pas le cas, eh bien, ils suspendraient notre licence de production. Donc, c'est essentiel. Le seul moyen, c'est d'être sur place. Voilà. Alors, en même temps qu'on est sur place, on fait des tas de contrôles à tous les stades du traitement de ces matières premières, aussi bien ce qui intervient avec les semences, où nous vérifions la qualité des semences et qu'elles soient bien non OGM, que pendant la culture et une fois qu'on a la matière première. En gros, sur le maïs, de mémoire, c'est à peu près 30 contrôles sur le cycle de vie de la production de la matière première, à peu près une trentaine de contrôles. C'est vraiment essentiel. Mais on accompagne les agriculteurs. L'ambition est de créer des coopératives. L'ambition est d'avoir également des centres de contrôle. C'est ça l'ambition. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est vraiment du coaching, du mentorat, du tutorat. Et ensemble, on grandit vers cette économie circulaire. L'économie circulaire par rapport aux importations est là où nous pourrions… Est-ce qu'on va faire l'effort d'une matière première locale par rapport à une matière première importée, la matière première locale coûtant plus cher que la matière première importée? Oui, on va faire cet effort. On le fait déjà. 30 000 tonnes de sucre camerounais, le sucre camerounais coûte 30% plus cher. Ça va, suivant les cours mondiaux, en ce moment, c'est 40% plus cher que le sucre brésilien. Parce que le Brésil a une production de sucre phénoménale. C'est le premier producteur de sucre au monde, ou l'un des premiers. Et donc, le Cameroun n'est pas en capacité de produire au même prix. Donc, nous absorbons cela. Mais là où ça devient compliqué, c'est qu'on nous rajoute une pression fiscale importante. C'est là où on a un enjeu dans les lois de finances, c'est d'essayer de convaincre l'État qu'elle a un intérêt par rapport à sa balance des paiements, qu'elle a un intérêt également par rapport à l'intégration des filières, à la création des emplois, à la stabilité de ces filières,
parce que la résilience du Cameroun demeure en grande partie dans l'agro-industrie. Ça sera l'objet sûrement d'un des thèmes du livre blanc qui ne va pas tarder à sortir. Il faut donc que l'État nous accompagne dans cet effort-là, parce qu'on ne pourra pas l'assumer en permanence, sachant que nous avons certains de nos concurrents, que je ne nommerai pas, qui, eux, mais alors s'en foutent comme de leur première chemise. Donc, voilà. Nous, on pense que c'est un enjeu de développement durable et que demain, nous le souhaitons, nous l'espérons, c'est ce qui fera qu'un consommateur choisira un produit par rapport à un autre, parce qu'il sera conscient que s'il achète ce produit-là, c'est toute l'économie de son pays qui avance. C'est le grand enjeu, c'est de convaincre des consommateurs qu'avec votre produit, c'est zéro impact sur l'environnement et le maximum d'impact sur sa communauté et sur son pays, d'impact positif. Et c'est là le grand enjeu. Et c'est là où, avec le GICAM, on va travailler la notion de patriotisme économique, la notion de circuit court. On est en train d'entériner une charte entre les grandes entreprises et les PME, une charte de bonne conduite où on va s'engager ensemble à promouvoir cette économie circulaire, mais à travailler avec toutes les exigences d'une économie circulaire. Et donc, oui, on fait cet effort. Est-ce qu'on sera en mesure de le faire tout le temps alors que la fiscalité n'est pas adaptée? Je pense que là, on a un vrai sujet. Et c'est mon rôle, celui du GICAM, le vôtre sûrement, c'est d'inciter l'État à dire, bon, les enjeux de développement durable, il faut également une fiscalité durable. Il ne faut pas une fiscalité de prédation. Il faut une fiscalité qui prenne en compte, de la même façon que la consommation va prendre en compte ces éléments-là, il faut que la fiscalité prenne en compte ces éléments-là, parce que c'est majeur, c'est absolument majeur. Ça ne nous empêchera pas de faire la compagnie fermière du Cameroun. On va tout intégrer, depuis la production de maïs à l'élevage, l'aliment pour bétail, et ça va permettre d'amoindrir un petit peu, mais il y a une vraie compétition et les matières premières, les différences dans les coûts sont énormes. Et la zone de libre-échange africaine continentale de demain va accélérer ces disparités, ces notions de différence de compétitivité. On a un grand voisin nigérian, le jour où les frontières disparaissent, ça va être rock'n'roll. Donc il faut absolument qu'on s'engage vers cela et que à la fois sur notre marché intérieur, on ait les normes, on ait les habitudes de consommation qui prennent en considération ces enjeux de développement durable, mais également une fiscalité et également toute une filière qui s'organise de manière, comme je l'évoquais, avec le recyclage, etc., à rendre les produits encore plus compétitifs parce que vous avez des sous-produits ou parce que les produits sont recyclables, ils deviennent moins chers. Voilà. Je dirais que c'est une courbe d'apprentissage de 10 à 15 ans. Mais il faut démarrer maintenant et il faut avoir cette masse critique de leaders. Nestlé en fait partie. D'autres, même nos UCB, Guinness, travaillent là-dessus au sein de CAPA. Voilà. Tous nos concurrents ne le font pas. Je ne vais pas passer de là par hasard qu'ils le font, mais d'autres ne le font pas. Donc là aussi, si on est cette masse critique de leaders, eh bien, on va forcer les concurrents qui ne le font pas à le faire. Mais pour ça, on a besoin aussi de l'aide des ONG, de l'aide des associations de consommateurs, de la société civile à nous aider à faire la différence en matière de consommation durable, fiscalité durable, consommation durable, production durable, tout ça pour générer une économie circulaire qui soit vertueuse. Président, j'espère que votre emploi de temps permet que nous prenions la dernière série de questions. D'abord, en fait, Vincent, c'est à vous de dire à tous ceux qui nous attendent pour la Comedeo que j'aurai du retard. Donc, c'est vous qui avez la main là-dessus. D'accord, Président. Donc, on prend dans la dernière série de questions déjà. Monsieur Ousmane Ououetou, directeur général de DHL, vous félicite pour la belle présentation. Nous avons une première question de cette série qui vient de Facebook. Quelles sont les actions sociales de la SABC, éducation, appui communautaire, et ainsi de suite? La deuxième question de cette série vient de M. Tsangé, qui indique que l'État offre déjà des incitations fiscales pour tout nouveau produit utilisant 100% de matières premières locales. Comment exploitez-vous cela? La troisième question, Président, qui est une question à deux volets.
L'économie circulaire est-elle un luxe pour les petites et moyennes industries? Existe-t-il des opportunités d'appui pour ces PMI-là qui souhaitent s'engager dans la promotion de l'économie circulaire? C'était la troisième question de cette série. La quatrième, puisque nous sommes à la dernière, comment construire une responsabilité consommateur dans un pays à pouvoir d'achat faible comme le Cameroun? Et enfin, la dernière question, Président, que fait concrètement le GICAM pour promouvoir l'économie circulaire au Cameroun? Merci. Bon, effectivement, je vais être très en retard. Alors, les actions sociales, c'est la responsabilité sociétale. Nous avons 5 axes de responsabilité sociétale: la santé, l'éducation, l'environnement, les actions sociales et dans le domaine du sport. En fait, les actions, la RSE, la politique RSE est de plus en plus dans la compliance une obligation. Mais c'est une obligation, c'est la partie la plus sympathique de notre métier. C'est-à-dire de réinvestir dans nos communautés une grande partie de la confiance qu'ils ont dans nos produits. Et si vous ne le faites pas, vous ne créez pas cette fidélité, cette loyauté, parce que vous n'êtes pas, en tout cas, conforme, en ce qui concerne le groupe SABC, à la vision que nous avons, à notre mission et à nos valeurs. Et nous le faisons encore plus dans l'épisode du Covid, parce que c'est en ce moment que les gens ont besoin de nous. Donc, tout n'est plus une question d'argent. Et tout devient de plus en plus une question d'enjeux de développement durable et de responsabilité sociétale. Il va y avoir, à mon avis, à un moment, un grand Big Bang. Alors, soit on sera en face du mur, et il sera peut-être trop tard, soit ce sera avant le mur, et ce serait bien, où on va avoir forcément tous les acteurs qui vont se dire, bon, bah maintenant, si je dois consommer un produit, il faut qu'on me dise que ça a été acheté, les matières premières ont été achetées pas très loin de chez moi, au bon prix, que les gens ont cotisé à la CNPS, que la valeur ajoutée locale, elle est au moins égale à 60%, etc. Il faut qu'il y ait ce Big Bang-là. Si on ne le fait pas, je le dis, hein, notre économie linéaire est dans un système fini. Quand je parle fini, c'est qu'on sait que dans 15 ans, 20 ans, on aura appauvri l'ensemble des ressources de ce monde, enfin des ressources principales. Je ne parle plus du gaz et du pétrole, mais je parle du cuivre, je parle du lithium, mais je parle aussi de l'eau. Et il faut absolument qu'on réinvente cela, et il faut qu'on le fasse tous ensemble. Donc, la responsabilité sociétale, c'est la capacité aussi qu'on a à faire en sorte de ne pas être vu uniquement sous l'angle de nos produits, mais être vu également sous l'angle de l'entreprise, du groupe SABC que nous avons créé, de manière à ce que les gens fassent le lien entre votre produit et votre groupe. Et c'est très important. Avant, on communiquait avec nos produits, c'est des actions Tanguy, etc. Maintenant, on communique avec le groupe SABC. Et on veut que les gens sachent ou fassent le lien entre le groupe SABC et les produits du groupe SABC. L'acteur, c'est le groupe SABC. Les produits du groupe SABC, c'est une économie circulaire. Et les actions sociétales permettent de faire ce lien dans vos communautés. La deuxième chose, les incitations fiscales existent déjà. Oui, c'est vrai. Elles existent uniquement pour les nouveaux produits. Je prends l'exemple de la Magnan. Si on a plus de 40% de valeur ajoutée locale, nous avons une suppression des accises spécifiques. Mais c'est pour les nouveaux produits. Or, les produits déjà existants, qui intègrent déjà 40% des matières premières locales, avec les différences que j'évoquais de matières premières importées, ne bénéficient pas de cela parce que c'est valable uniquement pour les nouveaux produits. Alors, pourquoi c'est valable que pour les nouveaux produits? C'est une bonne question. Et on essaye de faire en sorte que ce soit valable également pour les produits existants. Parce que lancer un nouveau produit prend du temps. La Magnan a mis 3 ans pour rentrer dans le paysage des bières. Mais les gens sont attachés à leurs produits et aux marques. Donc, on veut absolument que l'État, qui a déjà fait ce premier pas, fasse le deuxième, qui consiste à le faire pour les produits existants. Et ce serait une bonne chose de le faire, parce que ça permettrait d'accélérer. C'est-à-dire que l'investissement que vous faites dans le nouveau produit, vous ne le faites pas forcément dans les technologies, vous ne le faites pas forcément dans le recyclage, etc. Alors que si on vous autorise à avoir bénéficié de cette incitation fiscale sur des produits existants, vous sauvez un coût marketing que vous pouvez investir
dans votre économie circulaire. Et ça me paraît très important de le souligner parce qu'on fait également du marketing. On ne fait pas que du B2B, on fait du B2C. Donc, les incitations fiscales existent, mais on n'est pas allé assez loin. Il faut d'abord porter le local content, et ce serait la contrepartie au fait de l'intégrer pour tous les produits, de 40 à 60%. Notre combat est le suivant auprès de l'administration pour la loi de finances 2021, c'est de dire si vous acceptez 60% de valeur ajoutée locale, et on est prêt à s'engager là-dessus, si vous acceptez d'étendre aux nouveaux produits ces incitations fiscales, eh bien, nous acceptons de porter jusqu'à 60% de valeur ajoutée locale. Et demain, 70 et demain, 80, il faudrait que ce seuil augmente au fur et à mesure des lois de finances. Et vous verrez que la balance des paiements va s'améliorer, que les problèmes des devises vont s'écarter, et vous verrez également qu'il y aura des filières extrêmement solides. Vous aurez ce que j'ai l'habitude de dire, un moteur industriel et un turbo agricole. Et ça va être absolument fantastique. Je l'ai mis en place à Madagascar avec la filiale du groupe Star à Madagascar qui s'appelle Malto, où on a fait du malt, de l'orge à contre-saison du riz. Et l'État a fait une économie de l'ordre de 2 milliards d'euros par an. Ensuite, pour les PME, est-ce que c'est un luxe? Oui et non. C'est un luxe parce que, comme je le disais, sauf à être vraiment très innovant, très inventif, l'économie circulaire coûte quand même un coût. Et que peu de PME qui sont dans l'océan rouge, c'est-à-dire des produits où la compétition est féroce, la concurrence est féroce, y compris avec les produits importés, eh bien, c'est difficile tant qu'il n'y aura pas une consommation responsable. Le jour où il y a la consommation responsable, vous allez voir, tout ça va s'inverser. Le paradigme va totalement changer. Ça va être l'élément déclencheur. Mais tant qu'il n'y a pas ça, ça peut être un luxe pour les PME. Mais ça ne l'est pas d'une autre manière parce que vous pouvez passer de votre océan rouge à votre océan bleu. Si vous concevez votre produit différemment, si vous le concevez sous des notions de durabilité et de réutilisation, avec tous les sous-produits que vous pouvez valoriser, etc., vous allez avoir un produit qui va être innovant et qui peut être ultra compétitif. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent systématiquement là, qui me viennent à l'esprit, mais je sais si l'exemple, mais je ne devrais peut-être pas le citer, l'exemple des fontaines de boissons gazeuses. Où vous allez avoir un extrait et vous créez votre propre carbonatation et au lieu d'avoir un emballage avec une canette et une bouteille PET, vous créez à la maison votre propre boisson gazeuse. Ça peut être un élément qui vous distingue, pourvu que la qualité y soit. Et ce n'est pas simple. Mais l'axe innovation devient important et la conception de votre produit de manière à ce qu'il soit durable est un élément déterminant. Et vous pouvez, à partir de cela, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, obtenir un produit très compétitif. Et du coup, vous sortez de votre océan rouge pour aller vers ce que j'appelle l'océan bleu, c'est-à-dire un produit qui se distingue par sa durabilité, par sa compétitivité et par son originalité. Ça vous force à être original. Enfin, en ce qui concerne les consommateurs et le pouvoir d'achat faible et les produits issus de l'économie circulaire qui sont un peu plus chers, oui. Mais bon, des groupes comme le nôtre, acceptons parce qu'on a une taille assez importante et on fait des économies d'échelle, acceptons on en accepte l'effort, le coût. C'est-à-dire qu'on arrive à produire des produits avec, comme la Magnan à 500 francs CFA, mais également comme nos boissons gazeuses en bouteille verte à 200 francs CFA pour les 30 centilitres RGB, Returnable Glass Bottle. Donc, on peut, avec une économie circulaire, avoir quand même des produits issus de cette économie circulaire et qui répondent à des problématiques de pouvoir d'achat faible. Mais là, je vous invite à avoir les deux types de produits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, c'est la même réflexion pour que l'océan bleu et l'océan rouge, il ne faut pas avoir une gamme de produits qui soit uniquement une gamme de produits d'entrée de gamme, où la concurrence est ultra féroce. Il faut bien sûr avoir cela, mais il faut avoir également des produits premium qui vous permettent de financer une partie des efforts que vous avez sur vos produits d'entrée de gamme. Donc, la segmentation de la gamme et la façon dont vous allez générer avec intelligence des produits haut de gamme et des produits d'entrée de gamme et des produits milieu de gamme fait que vous allez augmenter votre résilience tout en essayant
d'appliquer les notions d'économie circulaire sur l'ensemble de vos produits. C'est ce que fait le groupe SABC. Nous avons des produits premium, des produits milieu de gamme et des produits d'entrée de gamme. Donc, l'économie circulaire, de ce point de vue-là, vous oblige à varier la gamme de vos produits. Nous avons plus de 120 produits, 120 références de produits, et en quelque sorte, certains subventionnent d'autres. Et c'est normal que de le faire, quand vous pouvez le faire. Et enfin, qu'est-ce que fait le GICAM pour l'économie circulaire? Eh bien, vous avez déjà un webinaire aujourd'hui, et vous avez une prise de conscience qui va se faire parce que le Covid a mis en exergue les circuits courts, a mis en exergue la notion de patriotisme économique, de Made in Cameroun Content. Donc, on essaye, d'abord, il va y avoir un livre blanc qui va sortir où on va évoquer cela, mais il va y avoir également dans la loi de finances 2021 des actions du GICAM de manière à intéresser l'État sur les notions d'environnement, sur les notions de valeur ajoutée locale, sur les notions également de peut-être de fiscalité incitative par rapport à des TVA qui seraient modulables en fonction de la capacité que vous aurez à générer une économie circulaire, à générer du local content, etc. Donc, c'est encore au début de l'action du GICAM, mais le Covid a accéléré cela. Et nous allons avoir ce plaidoyer au sein du livre blanc, comme nous faisons un lobby, un gentil lobby, intelligent, efficace sur les lois de finances, où là, nous avons besoin de vous tous pour nous aider à faire cela. Parce qu'il en va du destin de l'économie mondiale en général, mais c'est valable pour un pays également, le pays qui va être capable de sortir de l'océan rouge pour aller vers son océan bleu, d'une agro-industrie résiliente, durable, pérenne, inclusive, et ça pourrait être le Cameroun, eh bien ce pays-là aura forcément demain beaucoup plus d'atouts et de chances d'avoir résolu des problèmes d'environnement, des problèmes de santé, de bien-être, d'avoir résolu également des notions de solidité de filière, de partage de valeurs, de recyclage. Bref, le Cameroun peut devenir un exemple, et cet exemple permet, par exemple, d'avoir des subventions de bailleurs de fonds. Si demain, les bailleurs de fonds s'y mettent aussi en disant « Tiens, les enjeux de développement durable pour les entreprises, c'est intéressant, mais pourquoi pas pour un pays qui mettrait une fiscalité incitative, développerait avec les 10 indicateurs une économie circulaire, pourquoi ne pas indexer ou ne pas conditionner l'octroi des prêts gouvernementaux ou non gouvernementaux à ces enjeux de développement durable ?» Je pense que demain, c'est ce qui va arriver. Donc, il vaut mieux se préparer aujourd'hui à le faire parce que nous serions dans le peloton de tête. Voilà. Bien, merci, Président. Je pense que nous avons épuisé l'alliance des questions qui nous ont été transmises par nos participants. Je peux passer la main au planificateur des webinaires pour la troisième séquence, qui va notamment consister au lancement du sondage et à la photo de famille. Noé? Oui, Vincent, merci. On vient de lancer le sondage. Nous vous prions de remplir, c'est juste 2 questions. Nous vous prions de remplir le sondage et juste la minute qui suit, on va faire la photo de famille. On va vous demander d'ouvrir vos caméras et on prendra une photo de famille. Merci. D'accord. Président, pendant que les participants
participent au sondage, mettent leur réponse au sondage. Peut-être ce serait l'occasion pour vous de donner un mot de fin, compte tenu des impératifs des temps. Écoutez, le mot de la fin, ce sera le mot du début de l'économie circulaire. Engageons-nous résolument vers cette économie qui est, à mon avis, la seule voie possible pour permettre un développement durable de nos économies, de nos pays. Participons ou soyons cette masse critique de leaders. Le groupe SABC est prêt, pour tous ceux qui sont dans l'écosystème, à les épauler. Il faut que nous soyons les uns au service des autres. Le rôle du GICAM auprès de l'État va être déterminant pour essayer de faire en sorte que ces enjeux soient bien compris et que nous puissions avoir cet accompagnement qui est absolument nécessaire, mais en même temps être les promoteurs de cela, faire les efforts nécessaires de manière à ce que le Cameroun devienne peut-être le premier pays avec une économie circulaire, durable, résiliente, inclusive, avec un partage des valeurs. Et c'est tout un état d'esprit qu'il faut rénover. Voilà, donc j'espère que ce premier webinaire aura participé à cette prise de conscience, à ce changement d'un état d'esprit, de mindset, comme on dit, chez les anglo-saxons, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre futur que celui-là. Et si nous n'en étions pas conscients, on va droit à la catastrophe. Donc, que le Cameroun montre la voie, ce serait une très, très belle chose. Et mobilisons-nous tous dans ce sens. Et je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je suis à la disposition de ceux qui le souhaiteraient, dans la mesure du temps qui est en ce moment un peu court, mais pour évoquer cela au GICAM, pour évoquer cela par email. Enfin, voilà, on peut poursuivre en dehors de ce webinaire la réflexion. Et j'attends d'ailleurs de la part de celui qui évoquait les achats de véhicules, les achats responsables de véhicules, sa proposition. Voilà. Bien, merci Président. Je pense que le Président Kwame a bien pris note. Il saura certainement où vous rencontrer. Je ne sais pas si la photo de famille est terminée. Je voudrais, peut-être pendant qu'elle se déroule, juste indiquer que le prochain webinaire que le GICAM organise dans le cadre de sa stratégie de riposte à la crise de Covid-19 aura lieu demain. Il portera sur la thématique gestion des risques et résilience financière en situation de crise Covid-19 et sera animé par M. Ébé Vina Jean-Claude, qui est le président de la commission amélioration de l'environnement des affaires du GICAM et par ailleurs directeur général du bureau gestion finance. Donc demain, à 15h, les personnes intéressées par cette thématique sont priées de se retrouver également sur la même plateforme. Ils trouveront les coordonnées ou les modalités de connexion sur le site web du GICAM. Autre information également, préciser que la présentation de M. Emmanuel Détailly sera également mise à la disposition des participants sur notre site web, sur l'onglet COVID-19. Vous trouverez cela très facilement en allant sur www.legicam.cm. Le GICAM en un seul mot. Bien, Noé, je ne sais pas, est-ce que la photo est terminée? Non, il faut que tout le monde ouvre la vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui sont fermées. Si le président peut revenir, voilà exactement. Et peut-être préciser aussi aux participants que la vidéo de notre webinaire a été transmise en direct sur le compte Facebook du GICAM et donc vous pouvez la visiter au moment voulu. Alors, on prend la photo. Pour ceux qui ne sont pas ouverts, on va faire avec. 1, 2, 3. Merci. OK, bien. Merci, mesdames et messieurs. Nous vous remercions pour l'intérêt et pour l'attention que vous avez bien voulu prêter à cette activité que le GICAM a organisée dans le cadre de la stratégie de riposte post-Covid-19. Juste vous rappeler que vous trouverez toutes les actions du GICAM, tous les services d'accompagnement mis à la disposition des entreprises dans le cas de cette crise sur notre site Internet, dont je viens de vous communiquer l'adresse. Bien, merci, bonne soirée et prenez soin de vous. Merci Vincent et merci à toute l'équipe du GICAM en action. OK, merci. Et au revoir, merci. Merci, au revoir.
Merci, au revoir. Thank you. Bye bye. Salut.